Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce 30 minutes patrimoine consacré aujourd'hui à comment construire une stratégie de revenus. Je rappelle que 30 minutes patrimoine s'insère dans notre magazine digital Parlons Patrimoine que vous retrouvez mensuellement dans votre boîte aux lettres. Attention, c'est pas un spam, ouvrez-le. 30 minutes patrimoine, le magazine digital que vous retrouvez au sein de Parlons Patrimoine, je le répète, tous les mois. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Mélanie Collu, la directrice, la patronne de l'ingénierie patrimoniale de la place, on va en reparler, et puis Elisabeth Marie, la responsable, la directrice de la gestion privée. Toutes les deux, forte expertise en matière de gestion privée, on va en reparler, et puis bien évidemment de l'ingénierie patrimoniale, un élément très fort pour la place, puisque nous avons plus d'une vingtaine, 21, 22 ingénieurs patrimoniaux, ça change tout le temps, mais on a une équipe extrêmement solide. La place est l'entité du groupe Cristal qui est destinée à vous, aux clients privés. Comme on dit, nous, dans notre jargon, c'est le B2C. Et au sein de la place, on a Maison La Place. Maison La Place, c'est à la fois une marque qui regroupe la gestion privée, pilotée par Elisabeth, et puis l'ingénierie patrimoniale, pilotée par Mélanie. Mais c'est aussi Maison La Place, une entité qui est dédiée à un family office, un multi-family office, qui est dédié à des particuliers qui veulent déléguer totalement ou partiellement leurs intérêts privés, à la fois une structure agile, souple, 4 family officers, et qui se repose sur les fortes compétences du groupe. Là, vous le voyez à l'écran, nous avons des compétences en matière financière, en matière immobilière, en matière actuarielle, en matière d'ingénierie patrimoniale, pour accompagner des clients qui souhaitent nous confier leurs intérêts privés. Sans plus attendre, on va attaquer sur notre sujet de ce jour, qui est, Elisabeth, comment créer des revenus. Alors, une petite précision, nous parlons de revenus complémentaires, donc les revenus qui viendront à un moment donné de notre existence compléter des revenus professionnels, voire même compléter les revenus que nous percevrons au moment de notre retraite. Alors, créer des revenus, c'est un élément important, c'est un élément qui doit être aussi pérenne. Vous allez voir, on détermine dans une création de revenus les besoins d'un client. Les besoins d'un client, c'est sur la durée. Il faut savoir aujourd'hui, Mélanie et Benoît, il y a 30 000 centenaires en France aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand une personne sera à la retraite demain, nous aurons encore 35 ans au minimum, 36 ans. 36 ans, 64 ans. Hein, donc, oui. Très bien. Nous aurons 36 ans minimum de création de revenus à assurer. Donc, si nous utilisons des modèles que nous utilisions par le passé au début de nos carrières, en se contentant de décapitaliser des contrats, il arrivera à un moment donné de l'existence de nos clients où on peut avoir un manque de capitaux pour créer du revenu. Alors, la création de revenus pour demain, ça suppose aussi d'avoir de l'épargne à l'instant T. Et on a souvent tendance à dire que l'épargne, c'est le miroir de la non-consommation de revenus du temps où on est capable de pouvoir les mettre de côté. Et si on les met de côté, c'est pour faire face effectivement à ces échéances. On connaît la courbe de Gauss, donc on capitalise, on gagne de l'argent, formidable. Et puis à la retraite, on a une déperdition de revenus. C'est là où s'inscrit effectivement cette stratégie de revenus. Tout à fait. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir des produits d'épargne simples que tout un chacun a dans son patrimoine, qui nous permettent de capitaliser pendant toute la phase où nous épargnons. Et ensuite, nous allons voir aussi de quelle manière nous avons accès à ces revenus. Alors, on a repris 3 grandes typologies de placements financiers dans un premier temps, et ensuite, nous parlerons d'immobilier. Sur le financier, on peut citer... Il y a deux grandes... Je te coupe, ma chère Elisabeth, il y a deux grandes catégories. On a le mobilier et puis l'immobilier. C'est ça. Il n'y en a que 2, la summa divisio. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Et après, tout l'art, c'est de compiler les uns et les autres pour arriver à des solutions pérennes et diversifiées. Diversifiées et intéressantes aussi fiscalement, comme on le verra avec Mélanie. Alors, nous connaissons tous l'assurance vie et les contrats de capitalisation qui permettent en phase d'épargne de se constituer un patrimoine. Nous parlerons à la fin de l'entretien de la manière dont on alloue des capitaux et comment nous travaillons avec les sociétés de gestion pour développer l'épargne de nos clients. L'assurance vie ou les contrats de capitalisation, nous les utilisons puisqu'à leur terme, ils ont un cadre, une fiscalité très intéressante qui est très allégée par rapport à l'impôt dont Mélanie va parler juste après. Et aussi, c'est une grande souplesse puisqu'on peut utiliser ces cadres, notamment pour se créer du revenu ponctuel. J'ai une grosse dépense à laquelle je dois faire face. Disponible. C'est du disponible.
Et l'autre élément, qui est notre sujet du jour, se créer des revenus complémentaires grâce à la technique des rachats partiels programmés. L'intérêt, bien évidemment, c'est que l'assurance vie, comme les contrats de capitalisation, capitalise. C'est-à-dire, tant qu'on reste au sein de l'enveloppe, rien ne se passe. Les revenus capitalisent, mais on passe pas, et on en reparlera, par la fameuse case, la case impôt. Hein, on passe pas par la case départ et on ne file pas 20 000 à l'État. À l'État. Pour continuer de jouer au Monopoly, il y a aussi le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, la loi Pacte du 1er de 2019, merci, 1er octobre 2019, voilà, cette loi Pacte, elle a mis en place les plans d'épargne retraite que tout un chacun peut avoir, des enfants mineurs jusqu'à des personnes beaucoup plus âgées, qui permet de capitaliser pour soi-même. C'est le principe de la retraite par capitalisation, d'avoir une gestion très diversifiée à l'intérieur, on en reparlera tout à l'heure, et surtout, c'est pour ça que l'épargne retraite sous forme de PER a un attrait, ça nous permet également d'avoir accès à une rente viagère. Si je suis seule au monde demain, c'est peut-être le modèle que je choisirai à ma retraite, de dénouer mon capital en rente viagère, mais aussi d'utiliser la même technique que les contrats de capitalisation ou l'assurance vie, à savoir des rachats ponctuels ou des rachats partiels programmés. Donc sortie en capital ou en rente au choix. Et c'est ça le succès du PER, c'est la liberté de l'épargnant. Et nous avions milité à l'époque, en 2019, pour qu'on arrive effectivement à cette liberté. Il choisit soit de sortir en rente, soit de sortir en capital, total, partiel, échelonné, rente qu'il souhaite avoir à l'instant T, mais il peut aussi attendre, l'instant T étant la retraite, mais aussi il peut attendre après. Donc une grande souplesse et un véhicule universel, hein, quel que soit son statut, fonctionnaire, indépendant, salarié, le PER est le véhicule universel par essence, d'où son formidable succès. Oui. Toujours dans les solutions traditionnelles, alors, nous allons vers l'immobilier. Les solutions immobilières, il faut les sélectionner à un moment donné. Il y en a tout un panel. On parle souvent de location nue. Est-ce qu'on parle d'habitation? Est-ce qu'on parle de locaux commerciaux ou autres? Location nue, c'est-à-dire qu'on va être en revenu foncier. Il n'y a aucun meuble à l'intérieur, à la différence de la location meublée, où là, nous sommes sur le principe que vous venez en tant que locataire ou vous utilisez ces locaux, vous n'arrivez qu'avec votre valise, on va dire tout simplement, et vous vous installez, donc tout est prévu et le bien est totalement meublé du sol au plafond. Location nue, location meublée avec des particularités fiscales qui sont très attrayantes, notamment du côté de la location meublée, même si ça commence à être un peu chahuté en ce moment, et on le verra tout à l'heure avec Mélanie, mais ça a toujours de l'attrait. Le véhicule immobilier, on peut le souscrire également au travers de SCPI. Le mois dernier, lors du 30 minutes patrimoine avec Audrey et Monsieur Inizan, vous avez évoqué ce sujet, Benoît. On a parlé longuement des SCPI, hein, voilà, la pierre, donc, papier. Voilà, pierre, papier. Et un véhicule aussi qui est peu utilisé, c'est l'OPPCI. C'est quoi ce truc, OPPCI? Allez. Organisme de placement collectif. Professionnel. Professionnel, c'est le deuxième P, collectif immobilier. Oui. Alors, l'OPPCI, ça nous permet d'avoir à la fois, pendant toute la durée de détention, une rentabilité et de la capitalisation également pour la liquidation, puisque les immeubles financés prennent de la valeur. L'avantage aussi, nous sommes sous des sous-jacents immobiliers, mais le revenu est traité comme un dividende. Donc, on va le voir tout à l'heure avec Mélanie. C'est quelque avec chose une fiscalité de faveur. À supposer, quand même, juste, hein, il faut que l'OPPCI, on y arrive. Hein, les deux P, c'est difficile. L'OPPCI, il faut qu'il distribue au moins la moitié des revenus. Hein. On est d'accord, Benoît. Mais du coup, ça nous permet d'avoir un revenu de fonds pour créer du revenu complémentaire, ce qui va bien avec notre sujet du jour. Et la grande différence aussi, juste par rapport à la SCPI, l'OPPCI peut leverager, hein, peut s'endetter. Oui. Donc, et avec cet effet de levier, peut maximiser la rentabilité. Et du coup, au niveau de l'IFI aussi, c'est très intéressant puisqu'on a une base taxable qui est allégée du côté de l'OPPCI. Donc un instrument assez complexe, hein, et pour des investisseurs avertis, hein, donc plus de 100 000 euros, voilà. Donc au sens de l'AMF. Donc attention, c'est un instrument un peu complexe. Voilà. Venez nous voir. Ah oui, pour qu'on vous l'explique. C'est très intéressant, l'OPPCI, et surtout, si je peux compléter, ça nous donne accès à des actifs qu'on ne pourrait pas acheter en direct, puisqu'on est souvent sur des immeubles commerciaux en région, ou même c'est là où on a le plus de rentabilité, avec des tickets d'entrée importants. Donc c'est un véhicule peu utilisé, mais à découvrir, je vous encourage. Et nous avons dans le groupe Poisimo 2, qui est un OPPCI, effectivement, d'immobilier
commercial en province, leveragé avec un impact assez agréable au niveau de l'IFI et puis au niveau de l'impôt sur le revenu avec la flat tax. On va en reparler. Tout à fait. Dernier véhicule, les clubs deal. Dans notre activité, C'est quoi un club deal? Un club deal, nous réunissons. Pas un club de nuit, pas une boîte de nuit. Non, pas une boîte de nuit. Mais on pourrait financer une boîte de nuit, pourquoi pas, puisqu'on parle d'immobilier. Donc, bien on sûr. pourrait tout à fait utiliser ce véhicule. Un club deal, nous syndiquons un certain nombre de clients sur une thématique dans le but de sourcer des capitaux et de les investir sur un immobilier identifié. Donc, une cible précise. Une cible précise. On le dédie à la différence à de l'OPCCI, qui lui est comme une SCPI avec différents immeubles. Là, on a une cible précise et on syndique des investisseurs pour acquérir l'actif. Tout à fait. Très bien, formidable. Voilà. Ensuite, tous ces biens immobiliers et même les biens financiers se posent la question du mode de détention. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre travail, c'est de structurer des opérations. Ce n'est pas réaliser un empilage de solutions, mais de trouver une orchestration de ces dispositifs intelligente pour arriver à atteindre les objectifs de nos clients et aujourd'hui la création de revenus. Nous parlons souvent de démembrement de propriété dans le cadre de la transmission. On transmet à nos enfants en donnant de la nue propriété. Mais la nue propriété, donc une quote-part de la pleine propriété, est souvent utilisée pour acquérir des biens. Donc là, je suis dans la phase de capitalisation. Je prépare la phase de création de revenus. Donc j'achète pour une durée déterminée, pour une durée viagère, la nue propriété, pardon. Et en face, il y a un usufruitier qui achète pour une durée temporaire l'usufruit par de SCPI d'un immeuble. Et un terme il se prive des revenus, donc. Hein. Il se prive des revenus, donc c'est ce qui nous permet de calculer la valeur économique. De minorer la valeur de l'acquisition de l'actif dont on ne détient que la nue propriété. Donc le prive de revenus qui sont achetés par un autre tiers. Hein, tout à fait. Alors, quelquefois, ça peut être des bailleurs sociaux si on parle d'immobilier en dur, mais d'autres fois, pour les SCPI notamment, on fait du démembrement temporaire entre des usufruitiers qui ont besoin de revenus, des nus propriétaires qui ont besoin de revenus différés. Et une décote qui correspond peut-être à la durée de vie de l'usufruit qui est en face, c'est cela. C'est ça, la durée. 15 ans par exemple, c'est combien la décote? Pour 15 ans, alors, pour 10 ans, on va être à 60% en UPRO, 40% en usufruit. D'accord, voilà. Donc j'achète 60, quelque chose qui demain me redonnera les 40 quand l'usufruit tombera, donc à l'issue de la durée pour laquelle il a été construit. C'est cela. C'est ça, et en plus, au terme, tu recevras également les revenus. Donc ça peut être une source de complément de revenus. Belle marmite là, hein. Donc on a les SCPI, l'OPCCI, le club deal, le démembrement. J'ai l'impression qu'on a un beau pays de légumes. On a eu du chou-fleur, mais on n'a plus que du chou-fleur. Donc, on a eu aussi également les meilleurs instruments du potager que constitue notre formidable actif immobilier. Nos formidables actifs immobiliers. Mélanie, un petit peu de fiscalité quand même. Exactement. Alors, juste, je vais revenir sur les bases. C'est vrai qu'en France, on a un régime fiscal qui est quand même assez complexe et on a l'habitude de distinguer entre la fiscalité sur les flux, sur les revenus. Et justement, on ne peut pas avoir une stratégie de complément de revenus efficace si on n'a pas la maîtrise de la fiscalité en amont. Bien sûr. Et évidemment, tout ce qui est fiscalité aussi sur le stock. Et donc là, on va parler d'IFI et sur la fiscalité de la transmission aussi, puisque quand on vient avoir des stratégies de transmission en ayant combiné une stratégie de revenus complémentaires, il ne faut pas oublier qu'on a amputé une partie du patrimoine des époux, par exemple, lors du premier décès. Et donc, il va falloir venir reconstituer des compléments de revenus sur une base qui est minorée. Avec toujours, si je peux me permettre, les 3 impôts qui touchent le particulier, l'impôt sur le revenu, l'IFI et puis les DMTG, comme on dit, les droits de mutation à titre gratuit. Donc, à chacune de ces étapes, on a une décomposition, on va dire, de l'imposition qui risque de frapper, à nous de minorer, à nous d'essayer d'optimiser le particulier. Exactement. Alors, pour s'arrêter un instant sur la fiscalité sur les revenus, sur les flux, l'impôt sur le revenu, on le connaît, on a un barème progressif dont la tranche marginale peut atteindre les 45%, auquel on vient rajouter les prélèvements sociaux. Historiquement, on était sur un taux de 0,5, aujourd'hui on est sur 17,2%. En plus des 45%. Ça va continuer à croître, exactement. On a pour certaines catégories de revenus, comme l'évoquait Elisabeth tout à l'heure, notamment les revenus de capitaux mobiliers, les dividendes, et puis quand on réalise des plus-values sur les valeurs mobilières, on a un régime qui est quand même assez favorable, qui est une flat tax avec un taux forfaitaire de 30% qui intègre les 17,2%. Donc 12,8 composantes hier, 17,2 composantes prélèvements sociaux dans les 30%. Tout à fait. Et donc, là, on est au mieux de ce qu'on peut faire. Ça, c'est la réforme Macron 2017, 2017. On a remis la fiscalité en droit, 30%, quel que soit revenu de capitaux mobiliers, plus-value. Donc il y a plus de
stratégie qui repose sur l'optimisation pour avoir un barème proportionnel. Là, tout est auto-proportionnel. Exactement. La flat tax. Voilà, la flat tax, sauf évidemment option pour le barème, quand c'est plus avantageux, quand on est sur des régimes de plus-value où on peut bénéficier d'abattements pour durée de détention. Et là, évidemment, c'est un calcul qui doit être réalisé, un calcul comparatif, puisque quand on opte pour le barème, on opte pour toutes les catégories. Ça, c'était les pigeons qui se sont révoltés du temps de François Hollande. Hein, mais c'est un peu fini. Les 30% sont quand même relativement toujours l'option à prendre. Hein, donc, sauf dérogation, quand on a l'abattement renforcé qui peut aller jusqu'à 85%. C'est ça. Exactement. Exactement. Alors, l'idée, quand on gère son patrimoine, c'est aussi de structurer le patrimoine et d'aller chercher d'autres régimes fiscaux, et notamment les bénéfices de l'impôt sur les sociétés, avec, on le sait, hein, des taux minorés qui vont à 15% et qui montent à 25% aujourd'hui. Donc, on est bien en deçà. Donc, le taux d'IS, 15 et 25. 15 et 25. 15 on n'est plus à 33% sur l'IS. Hein, non, on n'est plus à 33%. Une belle baisse aussi. Hein, donc, belle baisse. Réforme Macron, on a un alignement, voilà, mais l'idée, c'est d'avoir un alignement sur le régime des autres pays européens aussi, pour faire en sorte que les entreprises... Champion du monde, la France des prélèvements obligatoires, on descend un peu là. Donc 25%, taux d'IS maximum. Exactement. Et 15% jusqu'à combien de résultats? 45 000, c'est ça? Non, 42 500. 42 500, bravo. Euros. Formidable. Maison à la place, c'est ça aussi. Hein. Beaucoup de compétences qui se complètent. Exactement. Alors, l'idée, quand on met en place une stratégie de revenus complémentaires, c'est d'aller venir chercher justement ce taux réduit d'impôt sur les sociétés. Donc, on va créer une structure qui opte à l'impôt sur les sociétés si on est sur une société civile, ou on peut même opter pour une société commerciale si on a un intérêt avec l'exercice d'une activité commerciale à l'intérieur. On essaye toujours d'avoir un reflet entre le juridique et la réalité. Donc, dans le cas de cette coquille, de cette société qui aura opté à l'IS, on va venir apporter les fonds, et la particularité quand on met en place cette stratégie de revenus complémentaires, c'est d'aller venir chercher le régime favorable du compte courant d'associé. Vous savez, quand on rembourse un compte courant d'associé, les remboursements ne sont pas taxés. Ah oui, c'est un remboursement de créances. C'est un remboursement de créances, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'apporter des fonds à une structure, de mettre en place cette structure-là avec ses enfants pour en même temps avoir une stratégie de transmission. Donc je mets 100 dans la société. Je mets 100. Très simple. Voilà. En compte courant. En compte courant. Alors, l'idée, c'est quand même d'avoir une rentabilité sur la structure et d'absorber les frais de gestion. Hein, Bien sûr, donc 10 de capital et 90 de compte courant. Allez, on a 100 dedans. Voilà, on a 100 au sein de la structure. On va faire en sorte que le capital social soit détenu avec les enfants. Donc, en fonction de l'âge des enfants, on aura un démembrement du capital ou bien on aura une détention en pleine propriété. Le fameux démembrement d'Elisabeth. Le fameux démembrement d'Elisabeth, mais alors cette fois-ci en termes de transmission, pas en termes d'acquisition de biens immobiliers. Donc là, on va démembrer les parts sociales si on a des enfants mineurs, si on a des enfants qui sont jeunes, ou tout simplement si on a des parents qui ont une visibilité encore longue sur la perception de revenus complémentaires, afin d'utiliser après le levier des dividendes, puisque vous savez que quand on distribue des dividendes, c'est l'usufruitier qui a vocation à les percevoir. Donc quand on est en pleine propriété sur un capital social qui est détenu en majorité par les enfants, ça prive les parents des futures distributions de dividendes une fois que le compte courant d'associé est pleinement remboursé. Et avec les fonds qui auront été apportés à la structure, on va avoir une allocation d'actifs qui va être constituée. On peut acheter de l'immobilier ou des valeurs mobilières. Alors on peut faire tous les produits qui sont éligibles par une souscription, par une personne morale à l'IS. Donc mobilier ou immobilier, au choix. Immobilier, financier, il y a tout un tas de solutions qu'Elisabeth détaillera tout à l'heure. Et donc, il faut bien comprendre que on va avoir une projection financière des résultats de la structure pour faire en sorte qu'avec les revenus qu'elle va percevoir sur la base de cette allocation, on va avoir de la trésorerie disponible qui va être allouée au remboursement de ce compte courant d'associé. Donc, ils vont supporter l'impôt sur les sociétés une fois qu'on a remis les charges. Ils vont supporter 15% par hypothèse. 15%, donc on va optimiser, évidemment. On va optimiser le. Mais 15%, c'est pas mal. 15% et le cash qui reste disponible une fois qu'on a absorbé les charges peut aller en remboursement du compte courant. Exactement. Donc, sans impôt. Sans impôt. Formidable. Et donc, c'est pour ça qu'on aura une vraie construction intelligente de perception de revenus complémentaires, défiscalisée, et on va optimiser complètement les revenus et la fiscalité du foyer. C'est un peu comme les structures de capitalisation qu'on connaît. C'est une enveloppe de capitalisation par l'assurance vie ou les contrats de capi. Donc, on décide au moment où on peut les percevoir. Tout à fait. Oui. Formidable. Donc, on maîtrise la perception des revenus, donc on maîtrise les impôts. On maîtrise les impôts, exactement. Formidable. Donc, ça, c'est la société familiale à l'impôt sur les sociétés. Exactement. Et c'est quel type de société? Alors,
généralement, on fera ça sous forme de société civile, puisque ça s'y prête davantage compte tenu de l'objet social. Et on prendra bien soin, au moment de la création de la structure, d'opter pour l'impôt sur les sociétés, puisqu'une société civile, par défaut, elle est fiscalement translucide. Et ça n'aurait aucun intérêt, puisqu'on ne pourrait pas venir chercher les avantages de l'impôt Donc, sur les société sociétés. civile où on peut aussi définir les statuts comme on l'entend. Il n'y a pas de règles aussi strictes que celles qu'on peut connaître sur les sociétés de capitaux, je crois. Ah oui, c'est beaucoup plus souple d'avoir une société civile. On peut venir, et il est d'ailleurs conseillé de se faire assister par un professionnel pour rédiger les statuts, pour mettre en place des clauses particulières, notamment si on a un démembrement de propriété au niveau des parts sociales. On va prendre soin aussi de rédiger un objet social qui colle avec la réalité au niveau des investissements, de manière à prévoir tout ce qu'on peut faire au sein de la structure. Et c'est beaucoup plus souple, évidemment, que les sociétés commerciales. Très bien. D'autres éléments en matière de fiscalité? Où on a fait le grand tour de la société soumise à l'IS, là, qui permet d'encapsuler des actifs financiers ou immobiliers? L'IFI peut-être? Oui, L'IFI? alors Un l'IFI. petit point sur l'IFI quand même, c'est Un petit important. point sur l'IFI, donc c'est important On rappelle de l'impôt. préciser. On impôt sur les stocks, sur le stock immobilier, donc il va venir taxer sur la valeur vénale des biens immobiliers détenus au 1er janvier de l'année. Donc à partir du moment où on détient plus de 800 000 euros de patrimoine immobilier, donc pour un résident français, c'est le patrimoine mondial immobilier qui est taxé. Pas que ce que l'on détient en France, tout, partout. Pour un résident français, c'est le patrimoine mondial, alors que pour un non-résident, évidemment, ça sera uniquement les biens qui sont détenus en France. D'accord. Bon, on a fait un tour d'horizon qui était plutôt complet sur cette entité à l'IS et puis sur cette fiscalité. Elisabeth? Alors, ce que l'on peut rajouter sur cette entité à l'IS, c'est l'allocation. Tu as parlé de solutions financières ou de solutions immobilières. Il y a une classe d'actifs que nous n'avons pas évoquée au sein de la société civile et qu'on utilise énormément. C'est la classe d'actifs du non-coté, qui a le vent en poupe depuis de très nombreuses années, mais qui est depuis quelques années beaucoup plus accessible à l'épargnant, aux particuliers. Donc, c'est une classe d'actifs qui apporte une voie par voie de capitalisation, souvent, notamment quand on parle d'immobilier. Et de l'immobilier qui, selon certaines règles, sera en exonération de la base taxable à l'IFI. Et des rentabilités qui vont flirter avec des rentabilités à 2 chiffres. Donc, ce qui est important dans toute construction patrimoniale, que ce soit dans la société civile ou dans un patrimoine en règle générale, ce n'est pas de réaliser de l'empilage. Alors, je vais vous faire sourire. Souvent, dans les patrimoines, quand on rentre dans un dossier, nous avons le millefeuille. Nous trouvons un millefeuille. Alors, qu'est-ce que c'est le millefeuille? Mis à part que c'est un très bon dessert qui est très compliqué à déguster, pour moi, c'est l'empilage des solutions d'investissement. Et cet empilage, alors c'est bien puisque nos clients ont épargné dans des tas de cadres différents, mais à un moment donné, quand on veut atteindre un objectif, notamment celui du jour, qui est de créer des revenus, eh bien ce millefeuille, comment je l'entame pour créer des revenus? Et c'est tout notre travail de structuration en tant que professionnel pour arriver à bien découper, avoir les parties qui doivent continuer à être capitalisées et celles qui vont se dénouer pour nous créer du revenu avec une fiscalité allégée. Tout notre travail réside aussi dans le suivi, parce que c'est souvent ce qui pêche dans une gestion de patrimoine, c'est que les années passent, on ne peut plus garder ce contrat d'assurance vie comme il y a 20 ans, investi sur un fonds en euros et attendre que le temps s'écoule. Non. Aujourd'hui, il y a de l'allocation stratégique, financière. Dans les contrats d'assurance vie, c'est un métier. Il y a des sociétés de gestion dont c'est le métier et à qui l'on confie des mandats dans des contrats de capitalisation, dans des contrats de capitalisation de droit français et de droit luxembourgeois aussi. Nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est une thématique. Oui, on pourra faire une thématique importante. spécifique sur le contrat d'assurance vie émis au Luxembourg. Voilà. Donc, ce suivi, c'est notre travail aussi, à tout moment et chaque année dans un patrimoine, d'apporter les conseils et les modifications nécessaires. De s'adapter. Le millefeuille, c'est pas la tarte à la crème de la gestion de patrimoine, mais c'est souvent ce qu'on retrouve, on empile au fil du temps, on arrive sur un dossier, et là, il s'agit d'essayer de discerner quels étaient l'objectif, quelle était la stratégie, et quand on cherche des revenus, parfois, on est obligé de déstructurer ce qui a été construit pour essayer justement de repartir vers des bases qui sont un peu plus correctes par rapport à l'objectif qui est défini. Et c'est vrai que les objectifs peuvent évoluer dans le temps. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont importants. On est là, on s'inscrit dans le temps. Il n'y a pas de conseil sans pérennité, et c'est ce à quoi nous essayons de répondre comme besoin pour notre clientèle. Un patrimoine n'est pas figé, nous le structurons afin qu'il soit évolutif. Je pense que c'est un des éléments qui est très important pour la gestion privée et notamment pour la stratégie de revenus.
Merci beaucoup. Merci, Benoît. C'était Merci, très clair, Benoît. c'était un peu technique, Merci, Mélanie. Elisabeth et Mélanie. Merci beaucoup, à très vite, à très bientôt pour un autre webinaire. Au revoir.